Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur le podcast de Dzogchen Today. Je suis aujourd'hui en compagnie de Christophe Renard. Bienvenue. Merci Grégoire pour ton invitation. De rien, merci d'être venu, d'avoir accepté. Et de Mila Khyentse Rinpoché. Oui, encore. Merci. Je vais vous présenter en quelques mots. Donc, Christophe Renard, vous êtes diplômé en musicologie. Vous êtes également formé en psychologie et en coaching thérapeutique et d'entreprise, que vous exercez depuis quelques années en tant que formateur. Et puis en parallèle, donc votre vrai métier, pourrait-on dire, c'est celui de musicien. Vous êtes enseignant en musique et directeur musical. Et vous avez rencontré le bouddhisme il y a longtemps maintenant. Vous aviez 20 ans. C'est ça. C'était hier. C'était hier. Et depuis lors, vous n'avez pas arrêté de pratiquer. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais disons que depuis lors, je suis ce chemin du mieux que je peux. Et donc, grâce à ça, vous allez nous éclairer sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui, que je vais annoncer juste après. Et en deux mots, Mila Khyentse Rinpoché. Oui. Toujours là. Oui, toujours là. Et ravi d'être là, hein, merci de toute façon. Mais bon. Pour ma bio, peut-être se référer au précédent podcast. Ah bon? Vous étiez universitaire, toujours. Tout à fait. Et chercheur. Tout à fait. De formation. Tout à fait. Ok. Consultant et enseignant du Dzogchen, et vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et de façon moderne en Europe. Et vous êtes aujourd'hui détenteur de lignées, et donc vous cherchez à transmettre et à garder vivantes les lignées du Dzogchen, de la tradition du Dzogchen. On fait ce qu'on peut. Merci de nouveau d'être là. Merci de me recevoir à nouveau. Et vraiment ravi d'être avec toi, Christophe. Ravi d'être avec vous tous. Merci. Donc, on va s'amuser, je le sens. On se remercie, mais déjà c'est beau comme ça, le remerciement collectif. Donc, on va essayer d'être un petit peu sérieux quand même. On revient sur le thème de ce podcast, qui sont donc les émotions, le soulagement des émotions au jour le jour. Dans les épisodes précédents, on a vu différentes familles d'émotions, et donc cette fois-ci, on va voir une autre famille qu'on pourrait caractériser comme étant une forme d'insatisfaction chronique, on pourrait dire. D'insatisfaction chronique qui est liée au fait de vouloir toujours plus, de toujours chercher quelque chose d'autre. Et ça peut nous amener parfois, cette recherche insatiable, inassouvissable, jusqu'à certaines formes d'addiction. Et donc, les objets vers lesquels on se tourne peuvent être très variés. Donc, on en discutera avec Christophe tout à l'heure. Ça peut aller de la nourriture à d'autres types de biens matériels, au voyage, au travail, aux écrans, à tout type de substances, on pourrait dire. Et donc, ce désir compulsif de consommation vient pour pallier cette insatisfaction qui est là à la base. Donc, cette insatisfaction, on tente d'y remédier en cherchant toujours à l'extérieur quelque chose, à l'extérieur des objets auprès desquels trouver une forme de satisfaction. Donc, pour commencer, Christophe, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les types d'objets vers lesquels vous, dans votre expérience personnelle, vous pouvez vous tourner? Quel est on pourrait dire, le mécanisme qui vous amène à faire ça? Quelles sont les situations, les moments où ça se déclenche, où ça se révèle de façon particulière? Alors en fait, en écoutant ta question, Grégoire, je me suis dit que si je devais énumérer tout, je pense qu'on n'aurait pas assez de temps. Mmh. Donc ce que je me rends compte, c'est que cette dynamique un peu insatiable dont tu parles, en fait, dans mon cas, elle a évolué avec le temps. Donc je vais parler de ce qui fonctionne aujourd'hui, on va dire, dans l'insatiabilité et ce qui n'est plus d'actualité. Donc aujourd'hui, oui, je me rends compte que je suis très accro des écrans. La nourriture aussi. Les voyages, j'en fais pas beaucoup, mais j'aimerais en faire. Le sport. Un petit peu le tabac, même si j'ai beaucoup réduit ma consommation de tabac. Je dois fumer une à 2 cigarettes par jour. Et aujourd'hui, pour des raisons de santé, je suis obligé d'arrêter tout ça et je me rends compte en fait de tout ce que ça réveille en moi. Voilà.
concernant aussi cette dynamique d'insatiabilité, je l'ai eu beaucoup avec mon activité qui est mon métier, mais qui est à la base une passion, c'est la musique. Une espèce de soif de toujours plus, toujours évoluer, toujours avancer, toujours progresser, en pensant qu'on va arriver à quelque chose. Et comme on n'arrive jamais nulle part, en fait, c'est sans fin. Dans les métiers artistiques, il y a, qu'on le veuille ou non, beaucoup de comparaisons. Donc, on est toujours en train de regarder qu'un tel a fait ci, a fait ça, etc. Et il y a cette dynamique qui est un petit peu sous-jacente tout le temps, quoi. Et en même temps, si on n'est pas dans le game, entre guillemets, si on n'est pas dans une progression de quelque chose, dans une évolution, on se fait dépasser. Et après, concrètement, il faut payer ses factures, il faut vivre. Donc, il y a tout ça qui se mélange. Et je pense que le point ici, c'est vraiment l'état d'esprit avec lequel on aborde, en fait, la pratique, par exemple, pour moi, du piano. Mais tu as réussi à donc te rendre compte, si je peux te tutoyer. Ah, bien sûr, depuis ce temps. 20 ans, 25 ans. Qu'il n'y avait pas vraiment de satisfaction dans les objets, quels qu'ils soient. Il n'y a aucun moment où tu as pu te dire « Ah là, je suis content, je suis satisfait, j'ai ce que je veux. » Non, jamais. Enough, c'est bon. C'est-à-dire que tu as un espèce de palier illusoire. Enfin, illusoire dans le sens où il est éphémère, comme tout. Et puis après, hop, c'est l'étape d'après, ça recommence. Et c'est vrai, j'ai un flash de gamin, très petit. On partait de vacances avec mes parents et je pleurais 6-7 heures de suite dans la voiture parce que je voulais pas, en fait, quitter la mer, quitter les vacances. Voilà, et je me dis, c'est cette dynamique. On veut pas que ça s'arrête, on veut que ça continue tout le temps. Ça devait être sympa pour les parents. Oh, c'était horrible. En plus, il y avait beaucoup d'heures de route, tu vois. Et ça, c'est dans toutes les situations. Il y a des situations plus particulières dans lesquelles tu vois un peu ce manque, cette envie de satisfaire ce manque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, aujourd'hui, dans mon expérience, on va dire que c'est très souvent là. Et je pense que le chemin que j'ai suivi avec le bouddhisme ne m'a pas amené des réalisations transcendantales ou ce genre de choses, mais plutôt, en fait, une conscience plus accrue, en fait, de comment je fonctionne, de tous ces mécanismes, quoi. Et peut-être la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'espace, donc il y a peut-être une partie de moi qui y croit pas trop, en fait, parce que c'est comme quelqu'un qui veut vous faire peur, mais vous savez qu'il est caché derrière le mur, donc bon, vous n'avez pas trop peur, vous savez qu'il est là, quoi. Mais vous faites prendre quand même à chaque fois. Ouais, ça arrive, ouais. Bien sûr. Donc on va toujours dans ce même mécanisme. Ouais. Okay. Bon, on viendra tout à l'heure sur les solutions. Qu'est-ce que tu as pu trouver petit à petit avec la pratique pour mettre en place face à ce problème. Et Mila Kensei, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, de façon sous-jacente peut-être, quels sont les mécanismes là qui sont présents dont Christophe vient de nous parler du point de vue de Dzogchen? Si on prend la vue de Dzogchen, ce que tu as abordé, Christophe, c'est le désir. Ce qu'on appelle le désir, en fait, c'est-à-dire la soif. La soif, c'est le devenir. C'est-à-dire que nous, êtres vivants, êtres sensibles, on ne peut pas ne pas se projeter. Si on ne se projette pas, on est mort. C'est la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Donc, nous, le moyen que l'on a de pouvoir continuer, le moyen que l'on a de pouvoir continuer à vivre, de continuer à espérer, etc., c'est cette soif-là. C'est le fait de se projeter dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on aime, dans tout ce que l'on n'aime pas, etc., etc. Ce qui nous maintient, en fait, ce qui maintient une dynamique, ce qui maintient un élan de continuer à vivre, de continuer à être, etc. Et dans ce processus-là, donc ce que l'on appelle la soif, c'est vraiment l'élément fondamental, c'est l'envie irrépressible de faire, d'avoir, etc. Et comme tu l'as dit, même si on n'y croit pas. Et c'est là où est toute la proposition en fait dans le Dzogchen, qui est de dire que à la base, ce sont des tendances qui sont tellement forte, tellement présente en nous, que même si on sait que c'est présent, on ne peut pas ne pas tomber dedans ou on ne peut pas ne pas être emporté par ça. Donc là, ce que propose le Dzogchen est assez intéressant, c'est qu'on ne va pas essayer de s'opposer ou on ne va pas essayer d'être contre. On va utiliser ce mouvement pour peut-être arriver autre part que cette insatisfaction chronique dont tu parlais, qui est en fait le principe de la soif, c'est que plus on a soif, plus on boit. Et plus on boit, plus on a soif. Et donc c'est un principe qui est sempiternel, en fait, ça ne s'arrête pas. Mais on va l'utiliser d'une autre façon dans le Dzogchen.
Et donc là, vous avez dit que c'était une des tendances fondamentales. C'est la tendance fondamentale, ça fait partie d'autres tendances fondamentales? Alors, en fait, c'est une des tendances fondamentales, mais qui est on pourrait dire, guidée ou propulsée par notre ignorance. C'est-à-dire que le fait que nous soyons ignorants de notre propre nature fait que nous essayons de continuer par n'importe quel moyen que ce soit, qui ne sont pas forcément inclus dans ce que nous sommes. C'est-à-dire que par rapport à cette soif-là ou cette volonté de continuer, eh bien, on va tout utiliser. On va utiliser effectivement les voyages, la cigarette, etc., qui sont en fait des projections. Uniquement des projections extérieures de ce besoin insatiable. Et ce besoin insatiable, en fait, ne peut jamais être solutionné parce que, à la base, nous ne le connaissons pas véritablement. Nous ne savons pas ce qu'il est. Nous ne savons pas que c'est une formidable énergie, par exemple. Nous pensons que c'est quelque chose qui est en fait une émotion qui nous porte, mais nous ne connaissons pas sa nature réelle. Et nous ne connaissons pas sa nature réelle parce que nous sommes ignorants de cette nature. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'ignorance, en fait, est la base même de ce désir insatiable. Et on peut sentir le manque, mais on voit que sous le manque, il y a encore le fait de ne même pas savoir qu'il y a ça. Tout à fait. Et de ne même pas savoir non plus la nature du manque. C'est-à-dire, qu'est-ce que le manque, en fait? Parce que le manque, pour nous, dans notre expérience, c'est des sensations, ce sont des pensées, etc. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est réellement à la base de ce manque? Et ça, pour la tradition du Dzogchen, ça pointe directement sur notre condition d'ignorance de la réalité et de la nature même de cette réalité. Et Christophe, donc, lors de votre cheminement, donc depuis quand même quelques années maintenant, dans le bouddhisme ou le Dzogchen, par rapport à ce que Mila Khyentse Rinpoché vient de dire, je suppose qu'il y a certaines choses que vous avez comprises, d'autres peut-être vous avez réalisées ou mises en pratique, ou peut-être vous avez juste déjà vu une amélioration, on va dire, de vos réactions et de la manière de se rapporter à votre réaction. Ça va mieux? Ça va mieux, docteur? Pour donner envie, en fait, aux auditeurs et aux auditrices que lorsqu'on met une pratique en place, quotidienne ou régulière, ça peut amener en fait des réactions, en tout cas une perception de nos réactions différentes par rapport à avant d'avoir commencé un chemin. Oui. Et vous pouvez en donner quelques exemples? Je peux vous raconter une petite anecdote. Mon maître Racine avait pour habitude de dire que quand on est face à des gros obstacles ou à des gros problèmes, etc., quelque part, ça va, puisque comme tout change tout le temps et tout est éphémère, même ce problème passera à un moment ou un autre. Donc déjà, là, il y a un truc qui se relâche. Voilà. Et ensuite, dans mon expérience personnelle, la pratique de la méditation m'a amené à peut-être ressentir plus d'espace à l'intérieur de moi, avec le temps. Et donc, du coup, qui dit plus d'espace dit plus de possibilités. Et donc, dit plus de... je ne sais pas trop comment le nommer, plus d'espace. Donc, au lieu d'être pris dans quelque chose qui aurait pu être un automatisme avant, c'est comme si on voit l'automatisme arriver. C'est comme s'il arrive lentement. Et puis, on peut choisir en conscience de ne pas y aller, de créer autre chose, etc. Donc, dans mon expérience, je dirais que c'est principalement ça qui m'a apporté quand même quelque chose. Et oui, au bout de 20 ans, on peut quand même notifier que ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans. Et donc là, quand tu parles d'espace, donc c'est plus être sur les objets eux-mêmes, quoi. Alors, quand je parle d'espace, c'est plus de l'espace à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que c'est comme si tu as... je sais pas, 5 pantalons, 5 pullovers, 5 chemises dans un tout petit placard. Donc tout est serré. Et tu prends tes 5 pantalons, 5 chemises et 5 pullovers et tu les mets dans une énorme armoire. Donc il y a beaucoup d'espace en fait. C'est cet espace-là. Donc c'est l'espace au sein de mon esprit, au sein de mes émotions, un espace intérieur, je sais pas si on peut le dire comme ça. L'image du vestiaire est très bonne. Intéressante. Je la reprendrai, celle-là. Il est parfois question des moutons, non? Oui, c'est le zen, ça, je crois. C'est le zen, oui, tout à fait. L'autre chose, effectivement, par rapport à ça, c'est que la
peut-être la première des choses dont on se rend compte quand on commence à avoir un petit peu l'habitude de la méditation, c'est que on voit qu'auparavant, nous étions dans une vue, dans une vision de la réalité très étroite. Et ce qu'apporte au début très souvent la méditation, c'est l'ouverture de cet espace. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'espace en nous que ce que l'on a toujours pensé. Ce qui aussi permet, entre guillemets, de diluer cet aspect de désir insatiable, de volonté de toujours vouloir, avoir, etc. etc. Donc qui permet d'être beaucoup plus confortable par rapport à cette émotion. Et ça, effectivement, l'ouverture à l'espace de la nature de notre propre esprit, c'est une des caractéristiques principales du début du chemin, de la méditation. Il y a aussi une forme d'acceptation, on pourrait dire, de cette insatisfaction chronique. Enfin, je pense aux réflexions d'un autre maître contemporain tibétain, bouddhiste Dzogchen, qui dit, quand il parle de l'enseignement qu'on pourrait donner aux jeunes, aux enfants, il pourrait dire, mais en fait, soyez certain que dans cette vie, dans votre vie, vous ne trouverez jamais quelque chose qui vous satisfait à 100%. Tout à fait. Donc, habituez-vous à ça, en fait. Vous pensez que avoir tel travail, être marié, avoir tel voyage et tout ça, ça va vous amener réellement le bonheur complet total. En fait, non. C'est la première des pierres angulaires de l'enseignement du Bouddha, notamment, où la souffrance n'est pas une souffrance transitoire. Le premier enseignement du Bouddha, c'est que la souffrance est permanente. Et la souffrance étant permanente, elle ne peut pas être achevée, elle ne peut pas être dépassée par quelque moyen transitoire que ce soit. Et le liant fondamental de ces moyens transitoires, c'est justement ce désir insatiable. C'est justement cette soif sans fin. Et donc, Christophe, il n'y a pas de petits exercices, méthodes, techniques, de petits trucs que vous avez mis en place quand vous vous prenez un peu dans cette situation. Vous observez que vous êtes en train d'essayer de trouver une réponse par un moyen qui n'est pas adéquat, en fait. C'est-à-dire que vous pensez par un objet externe pouvoir trouver satisfaction en sachant que ce n'est pas le cas, quoi. Alors, un petit truc très simple, vraiment très très simple, c'est, tu as parlé d'acceptation tout à l'heure. Donc, l'acceptation, moi je dirais, c'est rester ouvert en fait à ce qui se passe en soi. Donc, ne pas vouloir tel type de pensée ou ne pas vouloir ceci, parce que moins on le veut, plus il est fort. Donc, c'est au mieux rester le plus ouvert possible et juste se donner la liberté de penser aux conséquences. Et donc, du coup, de choisir ce qu'on a envie. C'est-à-dire, ok, je vais me rouvrir une 5e bouteille de vin, ok, ou je vais manger une 3e pizza, ou je vais aller claquer 300 € au supermarché, enfin, voilà. Et ok, je fais ce que je veux, je suis libre, mais quelles seront les conséquences ? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment ? Est-ce que c'est ce qui a du sens pour moi ? Et à partir de là, je réajuste mes choix, quoi. Merci beaucoup. Et Mila Kensei, vous voulez réagir sur ça ou proposez-vous, du point de vue de Dzogchen, une autre petite réflexion y a un truc tout bête, vraiment à faire dans notre quotidien. Et dans n'importe quel acte que l'on a dans le quotidien, justement porté par ce désir. La soif. Dans notre quotidien, on a soif, très souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a soif ? On se précipite vers le verre et on boit. Au lieu de se précipiter vers le verre ou vers une gourde ou vers peu importe, on va juste, prenant conscience que l'on a soif et juste allant prendre le verre pour boire, on s'arrête. On s'arrête, on suspend son geste et on regarde ce qui est présent. Ce qui est présent, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, justement, dont on va prendre conscience. C'est qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qui fait, quelle sensation est présente, qui fait qu'on tend quasi instantanément notre main vers le verre sans absolument aucune pensée, sans aucune réflexion, sans aucune ouverture, comme tu disais. Donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant à faire parce que ça se passe tout le temps. Et l'autre chose, c'est que immédiatement, on va être dans l'expérience elle-même. On ne va même pas avoir besoin d'y réfléchir ou d'y revenir après. Nous sommes directement dans l'expérience. Ce qui veut dire que, bien entendu, dans notre quotidien, il faut être un petit peu vigilant
le moment où ce type de sensation émerge, mais le coup du verre d'eau ou de la 5e bouteille de vin, comme tu disais tout à l'heure, ça c'est imparable parce que en fait c'est quelque chose de quasi mécanique que nous faisons et nous l'avons immédiatement apporté. Donc, juste le simple fait d'arrêter le mouvement, d'avoir un recul, le moment du mouvement, on se rend compte en fait de tout ce qui est en train de se jouer, le moment où le geste se passe. Et ce point-là, il est extrêmement important et extrêmement intéressant parce que ça va nous montrer ce qui se passe, le moment où ça se passe, et 2, ça va nous donner immédiatement un aspect de solution, la fameuse ouverture dont tu parlais, mais immédiatement, c'est-à-dire dans l'action elle-même, pas a posteriori. Et donc ça, c'est le complément en fait de ce petit exercice que tu as proposé juste avant, qui est un exercice de plus de réflexion. Et ça, c'est le complément de l'expérience directe, de l'action directe par rapport à cet aspect de désir, de volonté insatiable et de soif. C'est de mixer les deux est vraiment très 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 intéressant. Merci beaucoup. Et ça marche aussi avec les frites et les pizzas. Et les pommes. Et les pommes. Ou quand on a déjà le verre en main. Quand on a déjà le verre en main, mais qu'on quand ne on... pas. Voilà. Et même quand on le porte à ses lèvres et qu'on s'arrête. Avant vraiment de commencer à sentir l'eau au niveau de la langue, etc. C'est la torture. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est justement ça qui va être très intéressant. C'est qu'on va voir qu'on a une très grande capacité à faire de l'accordéon par rapport à ce que l'on pense être qu'il faut résoudre absolument immédiatement. On va voir qu'on a une latence qui est absolument extraordinaire. Et plus on va prendre en fait le temps, plus on va prendre de temps par rapport à l'action de boire, plus on va pouvoir maîtriser ce processus-là. Donc ça, c'est un entraînement direct. Ouais, merci beaucoup. Même dans des pratiques de jeûne, par contre, ça peut m'arriver aussi. En fait, quand on se dit, OK, non, là, on va pas manger ou pas boire ou pas telle chose, en fait, on observe vraiment. Tout à fait. Mais là, c'est un petit peu moins direct parce que là, c'est la pensée par rapport à la pensée. Alors que là, vous êtes déjà dans l'action. Et donc, vous êtes dans l'expérience même. C'est au cœur de l'expérience. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Christophe, un dernier mot? Vous avez quelque chose à partager avant de... Écoutez, je crois que tout a été dit. Par contre, je pourrais rajouter que manger 3 pommes par jour, c'est en effet très bon pour la santé et ça élimine le mauvais cholestérol. Merci beaucoup. Ça, c'était un bon conseil. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a fait un peu plus d'humour qu'à l'accoutumée, mais c'est pas plus mal. On en fait un petit peu quand même d'habitude. Merci. On se retrouve pour un prochain épisode de Dzogchen Today dans la série Dzogchen au quotidien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@